Chers collègues, merci d'avoir répondu à cette convocation-invitation, puisque la dernière fois que nous étions vus, j'avais pris la liberté de vous souhaiter de bonnes vacances, après une séance soutenue à tous égards, et je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation, puisqu'il y a un sujet majeur qui concerne les transports en commun, qui m'a conduit à convoquer ce conseil municipal. Et M. Lecomte, profitant de la situation, a glissé quelques délibérations toujours aussi utiles et que nous examinerons ce soir, mais l'un des sujets concerne principalement une délibération que rapportera Jean-Louis Masson et que je prendrai éventuellement à la liberté de commenter. Enfin, en fin de séance, je donnerai un petit point d'information générale suite au conseil communautaire du 8 juillet dernier. Voilà. Alors, il m'appartient de désigner un ou une secrétaire de séance, de proposer, Pierre Carassus me corrige depuis un an, je propose notre ami Olivier Jacob. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, ça commence très bien, M. Jacob. Vous êtes donc le secrétaire de séance. Bien évidemment, exceptionnellement, j'ai un certain nombre de pouvoirs. M. Ducidour donne pouvoir à M. Pratola. M. Caron donne pouvoir à Mme de Bossu. M. Pagès donne pouvoir à Mme Aberkan-Joudani. Mme Chevillier donne pouvoir, et bien davantage encore, à Mme Magnifico. Mme Lec donne pouvoir à M. Carassus, s'il l'accepte. Je ne le propose pas. Mme Bachelet donne pouvoir à Mme Moreau. Et enfin, M. Gare, et nul n'en sera étonné, donne pouvoir à M. Tafourou. Je propose que nous commencions l'ordre du jour. Excusez-moi. Juste un document récupéré. Qui concerne la désignation d'un représentant au comité de gestion de la SPL. C'est M. Gare ou c'est M. Mamassari qui rapporte? C'est moi, je crois. Bon, alors je vais le faire. Comme vous savez, non, M. Mamassari, vous voulez bien rapporter? Non, alors je vais le faire à ce qualité. Comme vous le savez, nous avons créé, et la commune de Boulbénil en est une des villes actionnaires, une ESPL à l'échelle de l'agglomération de Melun, qui aura vocation à assurer des maîtrises d'ouvrage pour un centre d'opération, pour son propre compte, comme pour le compte des villes, certes qui appartiennent à cette société, mais aussi pour le compte de tiers dans l'agglomération, car je me rappelle que je crois qu'il y a 2-3 communes, 2-3 qui en sont pas membres. Dans le cas d'espèce, le règlement intérieur prévoit que 2 élus de chaque collectivité siègent au comité de gestion, excusez-moi, je suis un peu fatigué, et je vous propose que nous désignions un titulaire et une suppléante, c'est l'article 1 de cette délibération, en l'espèce, M. Alain Tafourou comme titulaire et Mme Aberkan-Joudani comme suppléante. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur. Oui, juste pour mémoire, est-ce que vous pouvez nous rappeler les communes qui adhèrent à la SPL? Alors, je parle avec le vice-président. C'est oui. La Marie. Et la Bertrand. Et puis voilà. Oui, non, je crois qu'il n'y a que 2 sur les 14 communes, je le compte. Voici la Bertrand et la Marie. Voilà. Toutes les autres ont souscrit au capital. Et tout à hauteur de 2 représentants par commune? Oui. Ben, nous avions désigné ici nos représentants la dernière fois là. Il s'agit bien de désigner les membres qui seront titulaires de l'instance de contrôle de gestion. Voilà. Nous avions délibéré, je crois, début juin, me semble-t-il, pour désigner nos représentants qui étaient M. Mamassari, qui nous représentait au conseil d'administration de la commune, et Pierre Carassus l'est en sa qualité de vice-président, désigné par le bureau du conseil communautaire. Okay. Mais je vérifie parce que j'ai un doute quand même sur une 3e commune, mais on le fera simplement, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette délibération? Bienvenue de son chapeau ravissant à Maryse. Eh bien, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre?
Y a-t-il des abstentions? Il y a 4 abstentions. 4, c'est bien ça, pareil. Je vous remercie. Alors, nous passons maintenant au sujet qui... attendez, oui. Oui. Excusez-moi, ce n'est pas dans l'ordre dans mon dossier. Et je donne la parole, je prendrai la liberté d'amender à M. Masson concernant une requête de la ville de Volpénil adressée à la communauté d'agglomération et visant à modifier un parcours de transport en commun en centre-ville et à modifier un arrêt de régulation. M. Masson, vous avez la parole. Ce projet de délibération concerne une demande de la commune pour une réorganisation de la desserte de minibus en centre-ville. Cette demande, si vous en êtes d'accord, si vous l'approuvez, sera adressée à la communauté d'agglomération qui la portera à la connaissance du STIF. Le STIF, c'est le syndicat des transports d'Île-de-France, c'est l'autorité organisatrice des transports dans les 8 départements d'Île-de-France. Alors, pourquoi cette demande à la communauté d'agglomération? À l'heure actuelle, la communauté ne possède plus la maîtrise de l'organisation du réseau. Elle y participe, ça c'est évident, mais chaque modification nécessite l'aval du STIF. C'est-à-dire que la proposition que l'on fera sera ou ne sera pas prévue par le STIF. En gros, si vous voulez, c'est par l'intermédiaire de la communauté d'agglomération que la ville saisit le STIF. Cette nouvelle organisation de desserte de minibus, elle s'inscrit dans un projet urbain de Volpénil. Alors, je fais allusion au futur programme d'habitat des terrains rouges avec ses 89 logements. Je fais aussi allusion à l'agrandissement du parc des Ormessons. Et je fais enfin, un dernier point, allusion à l'aménagement de la place des fêtes. Cette nouvelle organisation des transports, elle est le fruit de réflexions collectives qui ont été menées avec les élus, bien sûr, les usagers, les habitants, la communauté d'agglomération et aussi quelquefois Veolia. Le projet que je vais vous présenter, il a été fait dans l'esprit de limiter les nuisances sonores, d'améliorer la sécurité routière et de prendre en compte le niveau de fréquentation. Alors, tout d'abord, limiter les nuisances sonores. Une attention particulière a été portée sur ce qu'on appelle les régulations, afin qu'elles ne soient plus une gêne pour les usagers, pour les riverains. Tout nouvel arrêt avec régulation de bus devra être suffisamment éloigné des habitations. Ensuite, la fréquentation. Est-il normal que la C-Direct est une ligne qui a 3 courses le matin et 6 le soir, et sa tête de ligne rue de la Mare des Champs, alors que sa fréquentation est voisine de 0? Alors, il faut quand même faire attention à noter que cette C-Direct, elle est très prisée à partir de l'arrêt Fontaine-Saint-Marc, donc pas question de la supprimer, mais il faut changer le départ, il faut changer la tête de ligne. Quel est donc ce nouveau projet? L'arrêt Mare des Champs sera supprimé, sera déplacé pour se retrouver rue du 11 novembre. Quelles conséquences ça va avoir? Alors, prenons un exemple. Les bus de la ligne B. La ligne B, je me permets de rappeler, c'est le Metz-sur-Seine, mairie de Volpénil, c'est 19 courses. Les bus de la ligne B termineront leur course rue du 11 novembre, à l'arrêt du même nom, réguleront si besoin, et seront obligés de faire demi-tour. Or, la configuration des lieux ne s'y prête pas. Là, on est rue du 11 novembre, rue des Aigrefins, Sirodin, et l'autre, ça doit être rue Fauche. Ça ne s'y prête pas, d'où la nécessité d'une construction de giratoire qui se trouverait rue Pierre-Marie Curie, du moins à l'intersection, allée de la Justice, et rue
Foch, à côté pour aller service technique. Donc, on pourrait faire la même démonstration pour la ligne N. La ligne N, qui a une ligne importante, quand il y a une course, son départ aurait lieu arrêt Curie-Foch, et à son retour, et bien puisqu'elle viendrait de l'extrémité de la rue Pierre et Marie Curie, il faudrait faire le tour du giratoire pour aller réguler pour la prochaine course. Autre conséquence, si l'on veut que ce nouvel arrêt soit accessible aux usagers des transports du centre-ville, il faudra bien sûr créer des cheminements à partir de la rue de la Mare des Jeux. On en avait, je crois, un petit peu parlé avec M. Dumont récemment. Malgré ces avancées qui sont quand même significatives, qui sont quand même importantes, ce dispositif ne serait pas complet. Aussi, la commune demande à la communauté d'agglomération de mettre en place un service de petits bus électriques, petits bus sur le centre-ville, qui sera adapté, bien sûr, aux usages des habitants. Dans l'attente, nous expérimenterons une offre de services communal de Volcanique. Alors, il est à noter que ces petits bus, ces navettes, sont déjà mises en place dans certaines villes. Quelquefois, ce sont des villes importantes, quelquefois moins, je pense à Tarbes, je pense à Hyères, mais il y a aussi, j'allais dire, un transport communal à Damarie-les-Lys et au Messie-sur-Seine. À Damarie-les-Lys, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Canlis. Voilà un peu la présentation que je voulais vous faire. Écoutez, c'est un esprit de synthèse et une précision remarquable. Monsieur Masson, je vous en remercie. Quelques éléments de commentaire, d'éléments de contexte, de préfiguration et de perspective. Les éléments de contexte, d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu un progrès notable, considérable de l'offre de transport en commun à l'échelle de nos communes. Elle n'est pas le fruit du hasard, c'est le travail de fond que nous avons réalisé collectivement, et Jean-Louis Masson au premier chef, puisque pour ceux qui se promènent tôt le matin, si vous voulez voir vers 6h12 les Terres Blanches, je viens à 7h27 rue de la Mare aux Champs, vous verrez toujours un maçon qui couvre de ci, de là, il dit aussi de son petit bloc-notes. Donc tout ça n'est pas le fruit du hasard, il y a un travail de fond qui a été fait. Je dirais même, sans forfanterie, que nous sommes, alors pas avec les mêmes difficultés que connaissent certaines communes plus importantes que la nôtre, mais quand même l'une des villes les mieux desservies. Presque trop bien desservies, il faut les dire, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons eu à connaître, et c'est le revers de la médaille de cette meilleure desserte, c'est pas parfait, c'est la création d'un certain nombre de nuisances. Les nuisances, on s'en souvient, elles ont à un moment concerné la rue des Bornes, et nous avions modifié son parcours, puisque un peu plus de 60 ou 70 bus y passaient quotidiennement. Il existe encore, je crois que c'est près de la rue des Terres Blanches, Jean-Louis, que nous connaissons encore quelques difficultés de régulation. Et un petit peu rue de la Brouette. Et rue de la Brouette, et force est de le reconnaître, rue de la Mare aux Champs, pour ne pas être trop loin, des vraies difficultés. Personne ne peut les nier et les contester, et je salue les habitants qui sont là, je leur ai demandé symboliquement, parce qu'ils y sont aussi un peu pour quelque chose aujourd'hui si le conseil municipal se réunit. Ils se sont mobilisés très pacifiquement, ils sont venus nous rencontrer, nous avons eu plusieurs réunions avec eux, et c'est ensemble que nous avons imaginé la proposition qui se dessine et qui est soumise aujourd'hui au conseil municipal. Les difficultés, quelles sont-elles? Un nombre de bus croissant, sans forcément, je dirais, d'usagers, et surtout une régulation quelquefois à des heures indélicates où, voilà, pour les laborieux comme les non laborieux, c'est souvent une cause de difficultés, de sommeil, de qualité de vie surtout au boulot, et je ne parle pas de quelquefois d'attitude de certains conducteurs, je le dis ici publiquement, qui n'ont pas toujours su écouter ce qui était au début des simples recommandations ou requêtes, et voilà, il y a eu des moments de tension. C'est une bataille que nous menons auprès de la communauté d'agglomération, donc on a eu plusieurs réunions, j'ai vu son vice-président, j'ai vu le président, et prochainement je verrai un des vice-présidents du STIF
pour accélérer ce dossier, car nous avons suffisamment d'arguments à faire valoir pour améliorer aussi la qualité de vie en cœur de ville. Je le dis ici parce que, oui, cela va un peu éloigner ce qu'on appelle l'arrêt du centre-ville pour la deuxième fois. Ça, il faut le dire, d'environ, je dirais, 200 mètres, soit pour un cœur vaillant un peu moins de 30 minutes, à vol d'oiseau, enfin j'ai fait quelques pas, je cheminais entre les tennis, et ce que je me permets de rajouter que n'a pas dit Jean-Louis Masson, c'est qu'une fois que nous aurons obtenu, et nous allons y travailler d'arrache-pied dès cet été, pendant l'automne, cet accord, mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution, d'autre issue, en tout cas nous l'obtiendrons, c'est de créer un cheminement piéton, qui pour ceux qui connaissent, qui s'y baladent, qui conduirait de l'actuel arrêt Lamaronchamp, c'est déjà pratiquement carrossable dans son début, qui conduirait en longeant j'allais dire, l'arrière des maisons. Nous en profiterons pour enfin réparer un mur qui était tombé, nous changerons par un joli grillage. On se rapprochera bien sûr de son propriétaire de la maison, on ne va pas tout s'installer sur les bancs de trouver son accord, qui mènerait jusqu'à l'arrêt du 11 novembre, qui a vocation à, dans son périmètrage, à se densifier sur le plan, je dirais, de la fréquentation. Donc, la perspective aussi, on l'avait évoqué au moment de l'examen du plan local d'urbanisme, c'est de mettre en débat, c'est une volonté de votre serviteur, et j'ouvrirai un débat dans les prochaines semaines sur l'agrandissement du parc des Ormessons. Préfiguration de ce que Henri avait expliqué lors de l'examen à l'occasion du dernier conseil municipal, c'est que la densification, très souvent à la réseau, de la densification en habitat, la densification des espaces verts et des espaces boisés existe et nous en avons cette volonté. Et la première formalisation, et je sais que ça va contraindre un certain nombre de personnes qui sont extérieures au quartier et qui empruntent cette route pour se rendre qui à Rouchon, qui au collège, devront faire un petit détour, mais la proposition que je ferai, alors j'ose croire que ceux qui habitent tout proche y verront un intérêt d'accroître ce parc qui est quand même très fréquenté, que ce soit les collégiens, que ce soit les écoles primaires ou ceux qui fréquentent les espaces publics. Voilà, c'est l'enjeu, ce serait de casser une route pour une fois et d'accroître le parc et de faire en sorte que depuis la place Laval-Carnero demain jusque, je dirais, j'intègre la cité sportive, le collège et ensuite sur l'ouest l'actuelle place des Fêtes, on sent qu'on est dans un cadre où les espaces verts vont regagner, grignoter, pour en faire vraiment un poumon en cœur de ville et sécuriser plus encore les cheminements et de rappeler que les cheminements, tant qu'on couvert du parc des Ormessons seront rendus carrossables pour la rentrée. Ça, c'est les éléments de contexte, donc changer quelques habitudes, et je sais que bon, pour ceux qui fréquentent le bus, mais disons-le ici, il y en a peu. À cet endroit-là, il y a une augmentation de la fréquentation des transports en commun à Volbéni, mais sur cet arrêt précis, il n'y a pas d'enjeu, il faut dire les choses. Donc à nous de faire valoir ce point de vue. D'autant qu'on va se le dire, quels que soient les engagements du délégataire, quels que soient les arrêtés municipaux du maire, la vérité, quelle est-elle? Quand bien même on obtient un engagement oral de réguler le moteur fermé, ça dure quoi? Un jour? Et nous savons tous très bien, au regard des contraintes et conditions météo de notre commune, qu'arrivés les mauvais jours, ils continueront, les chauffeurs, à réguler. Donc ce que je dis ici à ceux qui subissent encore les désagréments, c'est s'armer de patience, mais aujourd'hui c'est un acte fort, c'est le conseil municipal qui délibère, et nous avons, je pense, convaincu la communauté d'agglomération, nous irons voir le STIF et nous y arrivons. Maintenant, ce qu'il faut, c'est raccourcir le temps et poser des actes. Tout en disant cela, c'était une réflexion de Pierre Carassus, mais aussi de Colette Lec, c'est qu'il nous faut, parallèlement, et Fatima récemment a rencontré lors d'une assemblée générale l'ensemble des commerçants, c'est de penser, et pas seulement penser, mais mettre en œuvre, ce qu'a dit Jean-Louis, autant la perspective d'une desserte cœur de ville par des petits véhicules propres, elle va demander un peu de temps, parce que quand on voit le renouvellement de la flotte, Monsieur Dumont, que j'ai encore croisé à la gare hier, on a plus, il sait très bien qu'on a renouvelé récemment la flotte, et qu'on sait que la conquête des véhicules vertueux et propres prendra du temps. Mais pour autant, on forme un vœu, et nous allons, dès la séance d'octobre avec Pierre Carassus, faire entendre cette voix.
En parallèle, et à l'heure où, après que les associations nous ont accompagnés, je pense à la famille laïque, je pense au secours catholique, au secours populaire, quand il s'est agi de constituer une offre sur la base du bénévolat de transport de nos concitoyens, je pense qu'il y a de la place, et je sais que Famille laïque y a pensé parallèlement, on a parlé récemment avec ses représentants. Nous allons, dès l'automne, réfléchir très sérieusement à la mise en place, donc ce que disait Jean-Louis, de circuits internes, mais qui reposent sur l'efficacité. Il ne s'agit pas juste de se rassurer en disant on crée des circuits de dessert, mais de vérifier ce que sont les attentes, notamment des plus anciens de la commune et des plus éloignés, je pense, des commerces, voire des services, et de réfléchir sur une offre parallèle. Même si je le dis ici, il nous faudrait l'accord du STIF, nous allons engager simultanément instruction d'une demande et puis mise en place de ce dispositif. Et à telle enseigne, vous verrez, pour traduire que ce ne sont pas que des mots, une délibération que nous évoquerons tout à l'heure, portant sur l'allocation d'un véhicule supplémentaire dès l'automne prochain. Et il se ferait en parallèle, nous les avons rencontrés avec Colette Lec, avec les équipes du fameux FAM, du foyer d'accueil médical, vous savez, qui accueillera des personnes handicapées près de Péterhof, où nous sommes en train de discuter car eux-mêmes auront leur propre système de transport en commun, leur propre chauffeur, pour que nous mutualisions, c'est-à-dire à la fois permettre aux gens un peu éloignés près de Péterhof, en attendant d'avoir des cheminements complètement sécurisés, puissent accéder aux lieux de culture, aux lieux de consommation, ou tout simplement pouvoir se promener dans notre commune et faire des courses. Et nous sommes convenus de signer une convention qui nous permettrait de partager et de mutualiser les moyens. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, enfin, anticipant ce qui, à mon avis, j'espère que nous serons dans un délai que je situe entre 6 et 9 mois, il faut le dire. C'est le temps, c'est merci aussi le temps. Pour moi, c'est un temps maximum avant que nous ayons fait ça. Il faudra créer ce fameux rond-point. Et là-dessus, nous avons pris rendez-vous avec la communauté d'agglomération pour obtenir... Oui, ça prend du temps d'obtenir et de négocier des choses. Et je pense que sur le rond-point, une lettre a été adressée au président de l'aglo pour pouvoir mobiliser les crédits dits de la requalification de la zone industrielle. Parce que vous savez qu'il y avait 4,3 millions qui avaient été engagés, et il y avait un reliquat d'environ 600 000 €. Et nous avons demandé, puisque nous n'en sommes qu'aux esquisses de ce rond-point et sur l'évaluation, mais on peut estimer que ça va coûter entre 40 et 50 000 €. Hein, il y a à la fois suffisamment de réserves foncières, et nous sommes sur l'espace public, et ce sera un rond-point simple qui permettra la gération pour les bus, pour demander à la fois à double titre à la communauté de financer ce rond-point tout ou partie, ne soyons pas trop gourmands, soit au titre des crédits de requalification de la zone industrielle, soit les crédits, quelques élus ici en sont témoins, des crédits qui avaient été envisagés pour faire ce qu'on a appelé, qui était encore maladroitement inscrit dans le plus, c'est de ma faute, j'ai oublié de le corriger, ce qu'on a appelé la gare routière il y a quelques jours encore de Cornio, qui était l'arrêt Cornio, et sur lequel c'était plus de quelques centaines de milliers d'euros qui auraient été nécessaires pour faire un aménagement et permettre la rotation du bus. Et voilà, comme nous avons dit, le parc qui l'emporterait, c'est désormais la proposition qui vous est faite du côté du 11 novembre. Voilà. Et de conclure en disant que, à l'endroit de Veolia, nous dirons qu'il faudra continuer quand même à tenter de réguler les moteurs fermés. Je n'y crois qu'à moitié. Donc la contrepartie, c'est que nous leur permettrions, s'il y a un accord vertueux, d'accéder, et j'ai rendez-vous avec les dirigeants du tennis, éventuellement pour accéder aux toilettes publiques, voire à un petit local, parce que ce serait possible, qui permettrait d'y prendre un café, parce qu'il faut positif aussi, les chauffeurs ils se lèvent tôt, voilà, et ils ont le droit aussi peut-être de temps en temps, quand ils régulent un quart d'heure, éventuellement d'assouvir quelques besoins et de prendre un café. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Monsieur Franzi. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit, monsieur le maire, parce que c'est prometteur et annonciateur d'un certain nombre de choses nouvelles, en tout cas, j'entends au redéploiement du parc des Ormes Saints. Néanmoins, cette délibération, je la trouve non pas, comment dire, contradictoire, mais en tout cas parallèle.
dans les définitions. Qu'il y ait effectivement une volonté de modifier les arrêts qui sont gênants, ou en tout cas à source de nuisances sonores pour le voisinage, évidemment, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il est vrai que si on tient compte d'une part de la fréquentation et du bruit, enfin je ne sais pas s'il y a un ratio qui existe en la matière, en tout cas il n'est pas très positif. Donc demander cette modification au STIF et à la CAM, ça me semble nécessaire. Néanmoins, je ne vois pas dans cette délibération, dans cette demande-là, ce qu'il y a de convergent avec la demande de mettre en place des petits bus électriques. À mon avis, ça peut faire l'objet d'une autre délibération, ça peut faire l'objet d'un autre débat qui est effectivement beaucoup plus politique, ou en tout cas de projection dans le confort du Pays vauxois, dans le confort de la circulation en interne dans la commune, mais qui n'est pas, comment dire, en phase, ou en tout cas calé par rapport au désagrément et à la nuisance que peuvent subir les riverains. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire de faire une délibération fourre-tout, vaste, puisque votre exposé l'était, par rapport à une demande précise, claire, nette et sans conteste, bien évidemment. Je le répète. M. Carassus, qui est un fan des bus électriques. Oui, je n'ai pas d'action à l'électricité de France, ou RD. Non, moi j'ai été regarder un peu. En fait, c'est un problème d'avoir, si vous regardez la desserte, et M. le maire l'a dit, grâce à l'action que nous avons menée, notamment Jean-Louis, on a une desserte qui est assez soutenue et d'ailleurs se traduit par une progression au niveau de la fréquentation, etc. Mais au fond, tout le cœur de ville, il n'y a pas de desserte. Il faut être objectif. Il y a très peu de bus, rue de Lannoy, bon. Et vous avez plusieurs villes, y compris des villes de 8000 habitants, où effectivement il y a des bus internes, des minibus, et qui font la correspondance avec les autres lignes. On peut très bien imaginer, par exemple, qu'il y ait des bus qui tournent et qu'il y ait une correspondance Moustier. Vous tournez 10 minutes, du Moustier à la gare de Melun, il y a 10 minutes. La plupart des gens gagneront 5 à 10 minutes. Je n'invente rien, j'ai été regardé sur Internet, etc. Alors bon, je suis un peu sans doute influencé par des choses que j'ai découvertes dans les villes de mon département d'origine. On voit ça aussi à Aix, on voit ça c'est des villes plus importantes, et il y a des villes de 8000 habitants qui font ça. Avec des petits minibus, le danger c'est que les villes en question vous surprennent parce que vous les entendez pas venir ni rien. Donc voilà, moi je pense qu'en plus on a l'avantage ici, si vous avez la volonté politique de mettre cela en place, d'avoir pour l'instant le prestataire de service qui est, je ne parle pas qu'il veut changer de lieu, mais pour l'instant c'est lui, Veolia est basé à Roussely. Donc la borne pourrait être très bien là où ils ont leur garage, et c'est des bus qui tournent jusqu'à 120 km d'autonomie. C'est le minimum, 120 km. Je pense que ça peut être une démarche utopique, un problème de volonté politique. Il y a des communes qui ont eu cette volonté et qui, je dirais, constatent des améliorations certaines. Bon, je présente à l'esprit ce que nous dit souvent Corinne Nandifico. Il y a des gens qui sont dans les quartiers sur le secteur là-bas qui ne peuvent jamais venir en centre-ville par leurs propres moyens. Mais c'est pas normal. Et je pense qu'effectivement, tout le monde aurait à y gagner, y compris la communauté, parce qu'il y aurait plus de fréquentation au niveau de ces transports. Donc je crois que c'est une bonne proposition et qui est, mais justement peut-être qu'il faut parler de correspondance, mais qui ne vise pas un cercle fermé, qui permet de desservir l'interne, mais aussi d'aller sur le réseau et de pouvoir rejoindre par exemple la gare de Melun. En fait aussi, si vous permettez, c'est que il y a une double raison tactique au fait de, profitant, parce que c'est le cœur du sujet, de modifier la
tête de réseau de CT départ et arrivée, de parler de la perspective. Parce que pour connaître un tout petit peu désormais les modalités de décision concernant les transports en commun, nous savons que, pour le STIF, il était nécessaire de montrer aussi l'alternative à moyen et à long terme, puisque naturellement, avec un peu de distance, eux, ils ne connaissent pas notre commune, ils prennent un compas, ils font des mesures et disent il y a un problème. Là, on était déjà, au regard de leurs critères, avec la rue d'Amarouchamp limite, même en rajoutant ces 200 mètres, nous nous éloignons de ce que sont des rayons qui permettent de calculer et de programmer les arrêts. Donc il nous faut être un peu tactique en leur disant, il y a un projet urbain, au-delà de la réalité des nuisances, mais deux, nous ouvrons une perspective qui n'est pas, comme dit Pierre Carassus, complètement utopique. Et deux, elle est aussi tactique et politique à l'endroit de la communauté d'agglomération. Et je nous inclus là-dedans. Il ne s'agit pas de dire, nous c'est mieux, et on siège là-bas, et eux c'est moins bien. C'est qu'il nous faut faire un peu cette révolution culturelle. C'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on pense renouvellement des flottes, nous sommes encore dans des schémas, je le dis, et sans faire plus vert que les autres, datés. Et je sais que dès aujourd'hui, les délégataires, quelquefois, ont un temps d'avance, notamment sur des usages liés à d'autres formes de carburant, les agrocarburants. Prochainement, nous aurons un débat ici autour des usages qui pourraient être faits de la méthanisation, voilà, parce qu'il y a un projet d'usine de méthanisation dans l'agglomération, et qui pourrait demain concerner l'équivalent de 240 bus, qui sont le total des bus qui desservent peu ou prou l'agglomération, soit que ce soit Seine-et-Marne Express ou le réseau Mégibus. Et dans le même esprit, ce qui peut nous sembler aujourd'hui un peu utopique, c'est-à-dire de disposer de véhicules électriques dits de proximité sur des dessertes et des boucles plus courtes, c'est ça le sujet qu'on pose. Donc on se dit non pas qu'on est précurseur, on dit juste qu'on n'aura pas le choix. Et autant nous poser peut-être comme un lieu d'expérimentation, parce que comme l'histoire et l'ergonomie de notre commune est faite de chaussées contraintes, parce que je voudrais juste ne pas oublier aussi, c'est qu'une des raisons qui nous conduit aussi à fortement proposer, c'est pour ceux qui y vivent, ils le savent, et pour ceux qui passent, une dégradation de nos trottoirs et de nos chaussées, qui, je peux le dire ici, dans moins d'un an, si ça continue, il y aura des catastrophes. C'est-à-dire très concrètement, une chose c'est que ça s'effondre et qu'il fasse réparer, mais c'est accidentogène. Voilà. Il y a des enfants, il y a des poussettes, il y a des collégiens qui passent, il y a un risque. Et là, avec des bus un peu plus allégés, peut-être moins autonomes, mais sur des petites boucles, c'est clair que c'est tactique le fait de lier les deux, parce qu'on sait que, on en parle avec la communauté d'agglo et j'en ai touché un mot aussi, il faut ouvrir cette perspective, parce qu'ils ne manqueront pas de nous faire la remarque. D'autres questions? Monsieur Pimon. Bon, c'est pas une question, simplement je voulais compléter ce que vous avez dit sur M. Masson, parce que quand M. Masson ne fait pas son comptage le matin, il le fait le soir, à 18h, à la gare de Melun. Et je voulais quand même le dire parce que c'est toute la journée. Je me demande des fois s'il ne s'ennuie pas dans la vie. Et je sais qu'il fait bien son travail. Et d'autre part, moi je me réjouis en tout cas de cette délibération, parce que j'ai fait partie, je ne suis pas tout seul, donc des personnes qui ont parlé donc, avec Jean-Louis sur ce sujet. Jean-Louis Masson. Et Masson. J'avais pas fini mon travail. Et il m'est arrivé de prendre le bus N, effectivement, le matin. J'étais tout seul. Et j'ai pris le bus N pour rentrer le soir, j'étais encore tout seul. Donc ça n'a aucun intérêt. Sans compter les problèmes, effectivement, le matin à 8h, avec le bus qui se gare mal, les parents qui amènent leurs enfants, on les dégage, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je me réjouis de cette délibération. Et je vous remercie de me permettre de faire 200 mètres de bus le matin. C'est bien pour ce que j'ai. Nous sommes deux, je ne vais pas dire cher Marc, parce que je ne parle pas. Mais je vais vous mettre aussi un peu à l'honneur sur ce coup-là, parce que je me souviens que vous m'envoyez un jour très tôt un texto pour en effet vous émouvoir d'un stationnement d'un bus qui était vraiment délibérément dans une situation qui était très dangereuse. Donc voilà, ce soir c'est le temps des compliments. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres propositions Ou d'autres compliments. ou d'autres compliments qui sont les bienvenus? Je les prends. Bon, ils sont pas rares, mais bien. Et je me permets de saluer dans la salle celles et ceux qui ont fait montre et feront encore montre d'un peu de patience. Et merci pour cette belle lettre que j'étais supposé faire. Mais voilà, encore un truc que j'aurais raté à court terme, mais l'essentiel c'est qu'on soit là ce soir pour délibérer.
Voilà, écoutez, je mets au voie des voix contre cette délibération. Des abstentions à l'unanimité, je pense qu'elle sera largement appréciée et j'en vous en remercie. Mon cher Jean-Louis, nous continuons la bataille car ce n'est qu'une première étape. Alors, il nous appartient maintenant de délibérer sur la désignation des représentants au CIESM, qui n'est plus désormais, qui s'appelait avant le... C'était le CIESM, et qui devient désormais... Bon, je veux dire, je le dis devant mes collègues, Michel Gare devait délibérer, donc je vais faire ce qu'on appelle une improvisation en vous lisant, et sachant qu'en fait, le CIESM se requalifie, change de dénomination dans son objet social comme dans son périmètre, ça change à peine, et il nous appartient de désigner, puisqu'il y a une nouvelle appellation, donc voilà, ça passe par le saut préfectoral et par une réglementation, de désigner des titulaires. Et je vous propose, parce que c'est le meilleur d'entre nous pour nous représenter, Michel Gare comme membre titulaire, le mieux accompagné du monde par Ginette Moreau, et il n'y a rien à voir avec son passé professionnel, et par élégance et intelligence, je propose ensuite comme suppléante Madame De Gaulle. Voilà. Y a-t-il des questions ou d'autres candidats pour cette docte assemblée? Non? Eh bien, est-ce que les candidats qui sont proposés sont d'accord d'abord? On aura pu leur dire, Madame et Monsieur. Monsieur Gare, je dis oui pour lui. Madame Moreau, c'est bonne nouvelle. Je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, Monsieur Malmassari, vous êtes comme moi, vous voulez revenir un petit peu sur le terme de Cherisy de la parole. Oui, pour l'acquisition de la plainte du terme de Cherisy, je vous rappelle qu'on avait délibéré le 20 juin dernier pour décider de céder les parcelles YA 78, 73 et 80 à la société Imochamp. Or, l'identité de l'acquéreur a été modifiée puisqu'aujourd'hui, c'est directement à la société Auchan que sera vendue cette parcelle. Donc c'est pour ça qu'après en avoir délibéré, on dit que la vente des parcelles YA 78, 73, 80, décidée le 20 juin 2013, est consentie à la société Auchan France, au lieu de Imochamp. Je rappelle pour le public, parce que ça peut sembler un peu ésotérique tel que c'est présenté, il s'agit en fait d'un projet du groupe Auchan France de construire ce qu'on appelle un e-drive, c'est-à-dire, vous savez, ces nouveaux concepts de grande distribution où vous commandez par Internet, on vous donne rendez-vous et vous venez rechercher vos courses. Et ils ont choisi Volpénil pour s'y implanter. Voilà. Et c'était en partie sur un terrain communal. Et la recette, on peut la rappeler à nos concitoyens, est de 96 000 euros. 96 000 euros. Pour 2700 euros. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc voilà, donc simple modification de la société acquéreuse. Eh bien, je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité. Je vous remercie toujours, M. Malmassari, sans mentionner les noms des personnes, quelques résolutions de sinistre dont nous sommes responsables. Une indemnisation de sinistre, c'est lors d'un débroussaillage, un caillou a été projeté, brisant ainsi la vitre d'un véhicule. Donc, considérant que les éléments de fait concordent pour établir que la responsabilité de la commune est engagée, et vu le montant de la franchise de 300 euros dû à la société d'assurance Théorème, après en avoir délibéré, accepte de rembourser cette somme de 300 euros. Le montant du préjudice était de 380. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je vais ouvrir des voix contre, des abstentions à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième indemnisation, M. Malmassari. Il s'agit d'un petit accident qui est connu à un enfant qui a chuté et sa jambe est passée à travers les planches de bois, c'est au niveau des passerelles qu'il y a proche de la cuisinière. Donc il en résulte une plaie au genou nécessitant une petite intervention chirurgicale et que l'enfant a fait l'objet d'un suivi médical à domicile par une infirmière à raison d'injonction. Donc il a eu des dépassements d'honoraires pour un montant total de 74,91 €. Donc après en avoir délibéré, nous proposons de rembourser cette somme correspond au dépassement d'honoraires. 74,91 €. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Nous avons depuis préparé, l'un à l'autre. Je mets au voie, y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Puisqu'on en parlait toujours, M. Malmassari, la question des bus. Oui, alors, justement, c'est l'autorisation de signer un avenant numéro 2 au marché de location longue durée des véhicules. Ce marché qui avait été pris effet le 12 janvier 2012.
Donc c'est l'intégration d'un minibus d'occasion dans le marché qui permet de répondre à la fois aux besoins des services invités et aux besoins ponctuels des habitants. Donc considérant que l'augmentation du parc d'un véhicule engendre une augmentation financière du marché de 2,05%. Donc après en avoir délibéré, on approuve les conditions de l'avenant. Et donc autorise M. le maire à signer l'avenant si annexé. Y a-t-il des questions concernant cette question, monsieur Dumont, excusez-moi. C'était sur le minibus d'occasion. Qu'est-ce qu'il entend par occasion? 100 000 km, 400 000 km Non, j'en sais rien. Non, je souris parce que j'ai posé la même question. Et de mémoire, hein, c'est un faible kilométrage, puisqu'en fait, ça permettait, vous savez que souvent, et les propositions nous sont faites sur les loueurs, ils ont quelquefois des fins de série, et voilà, on avait un prix très privilégié de 2 900 €, je crois, pour un minibus de 8 ou 10 places, c'est 9 places. Après, il y a quand même un conducteur, mais le kilométrage, Le loin a l'obligation que ça roule. ouais. Mais Alors, j'ai la réponse. Vous l'avez? 30 600 km. Eh bien écoutez, si désormais vous posez des questions que je répondrai, revenez dès l'année prochaine. Voilà, y a-t-il d'autres questions concernant ces 3260 km à 2 900 €? Non. Je mets au voie, y a-t-il des voix contre, le minibus, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, nous passons maintenant au quatrième. Longtemps que nous n'avons pas entendu, M. Jacob qui va nous parler d'une création de poste d'aide administratif, plus exactement d'une promotion. Le terme consacré à cette création, mais voilà. J'ai proposé de créer un emploi d'adjoint administratif de première classe suite au succès d'un agent à l'examen professionnel. Voilà, donc c'est une promotion interne. Y a-t-il des questions concernant cette promotion après que la personne a longuement révisé et obtenu avec succès? Je mets donc au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions contre la promotion. Ensuite, c'est adopté, je vous remercie. Alors, et enfin, délibération concernant Madame Damoncheville. Pardon? Oui, monsieur Pradela, je vous en prie. Excusez-moi, mais par rapport à ce que vous venez de dire, on n'est pas contre la promotion, nous sommes contre la modification du poste d'effectif. Le fait de chaque fois qu'on parle de ça, vous dites que c'est une promotion, ou quoi que ce soit, faire passer qu'on est contre une promotion, c'est contre-productif par rapport à notre pensée. Voilà. J'entends que... Si à chaque fois vous rebondissez sur ce genre de choses pour appuyer sur certaines choses, mais là c'est vraiment hors de propos. Bien sûr. Je tenais à apporter la précision. Ça nous permet de la monsieur Carcius. Je dois être fatigué, mais je ne comprends pas votre rétorsion. C'est bien une promotion. Non mais je vous invite à bien considérer, comprendre que lorsqu'on parle d'une modification des tableaux des effectifs, c'est une règle de droit, c'est ainsi, c'est dans le droit public, c'est ainsi, c'est ainsi. À la fin, ce sur quoi nous avons voté, après qu'un agent a passé un concours réussi, il s'agit bien d'une promotion. Et je suis désolé si vous regrettez mon interprétation, mais à la fin, vous êtes abstenu sur non pas la modification du tableau des effectifs, terme juridique, vous vous êtes abstenu, je le regrette, sur la promotion d'un agent. Mais chaque fois que je le dirai, vous avez liberté de parole pour le faire et d'ainsi d'expliciter votre vote. Je vois bien qu'à chaque fois vous appuyez sur le truc, donc je tiens à vous le Parce que c'est la réalité. Je parlais à M. Mais je vous donne la parole, monsieur Pradela. J'ai bien remarqué qu'à chaque fois vous appuyez en faisant faire croire des choses, etc. On ne rentrera pas là-dedans. Je ne pense pas que ça mérite d'aller au-delà. Mais bon, je tenais à souligner que nous ne sommes pas dupes, qu'à chaque fois vous faites semblant d'appuyer sur un sujet. Et croyez bien, monsieur Pradela, que je continuerai. Mais je le sais bien. Et moi aussi. Parce qu'on est ainsi fait. Et que chaque fois qu'il s'agira de la promotion de mon collaborateur, je me permettrai de manière cordiale de vous dire ce que j'en pense. Et je souhaite que ça soit bien circonscrit et arrêté dans nos enregistrements. Ah oui, il s'agit d'une promotion. Et je suis prêt à vous donner le dernier mot si vous voulez. Comment non? Voilà. On va tourner en rond. Pas pour ma part. Monsieur Carachus. Non, simplement, j'aimerais que vous me fassiez une proposition pour
rédiger cela autrement. Parce que je pense que ça serait bien qu'il y ait l'unanimité là-dessus. Nous avons donc un agent qui a passé un concours, qui a droit à une promotion. Nous sommes obligés administrativement de dire que c'est une modification du tableau des effectifs. Comment vous nous proposez de traduire cette promotion? D'accord. Merci. Non, mais si vous avez une idée d'ici le prochain conseil municipal, il sera bienvenu, je dis sans sarcasme. Voilà. Ce n'est pas un sujet par l'ordre du jour. Excusez-moi, c'est comme on est. Ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour, on n'a pas à s'exprimer sur la question. Si c'est à l'ordre du jour, ce qu'on vient de dire. Alors continuons sur les ressources humaines, cette belle promotion. Et nous en arrivons maintenant à la petite enfance et à Mme Dallonville, qui elle va nous proposer la modification du règlement intérieur de la maison de l'enfant. Alors ça concerne les raisons de sécurité. Pour les enfants, aussi bien le confort, les parents doivent veiller à ce que leur enfant ne porte pas de bijoux, de petits objets qui vont présenter un risque d'ingestion, d'inhalation, de strangulation ou déchirement, tels que petites pinces à cheveux, colliers, bracelets, etc. Et puis la deuxième modification, c'est l'actualisation des contrats d'accueil des familles et leur participation financière chaque septembre. Voilà. Merci Madame. Et précision utile, notamment pour la future rentrée, pour une jolie petite tête, toute couleur confondue. Parce qu'on a souvent les têtes blondes. C'est vrai. Non, c'est vrai, on est juste des couleurs, ces petites têtes. Alors, y a-t-il des questions concernant cette modification, là, du règlement intérieur? Non? Eh bien, je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Alors, j'ai à vous faire partager quelques remerciements. Alors, celui-ci est écrit personnel, pendant lui, il est adressé à M. Malmassari. Tout arrive, même au ministre des Finances, puisque la Fédération des conseils des parents d'élèves de Simone Signoret vous remercie pour la subvention que vous leur avez accordée. Je rappelle quand même qu'elle a été votée ici en conseil municipal, c'est bien injuste. Madame Collin, là je peux la citer, en général nous sommes anonymes, mais remercie chaleureusement celles et ceux qui ont organisé le bon voyage, donc Colette et celles et ceux qui l'accompagnent se reconnaîtront ce qu'on appelle le voyage annuel des anciens, voilà, avec, je précise qu'elle était dans le bus numéro 3 et qu'elle a adoré le chauffeur, voilà, ça compte parce qu'ils sont partie prenante. Et enfin, toujours M. Malmassari, il va se passer quelque chose, qui a reçu une lettre du président le président des Restaurateurs, et qui voudrait être capital, donc remercie chaleureusement l'ensemble du conseil municipal pour la subvention de 500 € que nous leur avons accordée. Avant de conclure, je fais le tour des conseils municipaux pour savoir s'il y a des questions diverses. Avant que je vous passe un point d'information, M. Chalot. Non, moi j'ai deux points d'information. Le premier point d'information, je rappelle que samedi soir, il y a le bal du 13 au 14 juillet, organisé à la ferme des Jeux par le comité des fêtes. Et deuxièmement, je rappelle qu'il y a les assises de la vie associative le 7 septembre, et si les élus sont intéressés, je pense qu'ils sont intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent auprès de la manière. Bien, donc vous pouvez à la fois élancer et réfléchir d'ici la rentrée de septembre. Alors, plus sérieusement, puisque vous en aurez un écho demain matin dans la presse, très certainement, je voulais tenir le conseil municipal informé d'une actualité touchant au projet dont nous avons débattu ici à deux reprises, notamment encore la dernière fois lorsque nous avons examiné le plan local d'urbanisme, et touchant au projet d'acquisition par la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine d'une parcelle de 8 hectares sur le site, vous savez, du Péteroff, qui est divisé en 3 grandes parcelles, où jusqu'à peu il y avait des cultures maraîchères. Vous savez que la communauté d'agglomération, par le biais de la SAFER, vous savez qu'il y a le bras séculier de l'État, même si elle a un rôle de marchand de biens aussi, mais qui vise à préserver le foncier et à faire en sorte que les terres agricoles puissent être préservées et continuer, était l'intermédiaire dans cette opération qui visait en fait à installer sur le territoire de Volpénil les prémices de ce qu'on appelait la filière agroalimentaire
en lien avec le pôle de compétitivité de Dijon. Je le redis ici parce que Pierre et moi l'avons rappelé avec nos autres collègues élus au conseil communautaire sur le fond, sur la stratégie de développement économique, sans présager de la pertinence de ce qui était proposé à l'époque par le vice-président, c'est-à-dire s'engager sur une voie d'excellence sur l'agroalimentaire. Nous avions dit en plusieurs lieux que nous étions plus favorables à des investissements sur les réalités économiques de notre territoire, et nous avons cité au premier chef, autour d'une entreprise que je ne citerai pas, mais tout ce qui avait trait à la maintenance et à l'ingénierie autour de la motorisation, voilà, des avions. Le choix n'a pas été fait, il s'est fait dans un cadre démocratique, après un débat. Les élus de la communauté d'agglomération ont préféré que la communauté s'engage dans la voie de cette filière. D'où, lorsque l'opportunité s'est présentée, puisque cette ferme, dirons-nous, était en vente, la communauté a présenté ce projet de rachat pour, au total, presque 700 000 € d'acquisition de ces 8 hectares, qui comportait une maison d'habitation d'environ 200 mètres carrés, des serres, la première en verre de mémoire à environ 4 900 mètres carrés, et ensuite des serres plastiques, je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'environ 3 000 mètres carrés, et enfin des locaux pour les ouvriers qui viennent y travailler de manière assez régulière. C'est une exploitation qui n'était plus en activité depuis plus de 18 mois et qui était en vente depuis quelques mois. Pierre Carassus, le premier, lorsque ce sujet a été évoqué en bureau communautaire, avait exigé, et ça avait été entendu par la communauté d'agglomération, que si nous nous engagions dans la voie de l'acquisition collective de cette exploitation, il fallait, faire le choix radical du bio, et vérifier que toutes les conditions étaient réunies. Et on a passé quelques heures avec Didier, qui est probablement l'un des plus avertis et aguerris en la matière, qui nous avait donné toutes les clés et surtout permis de poser les bonnes questions. Voilà. Je t'en remercie encore ici officiellement, Didier, puisque nous avions la bonne manière d'aborder ce sujet. Nous avons été entendus par la communauté d'agglomération, et lors de son bureau de la fin juin, puisque le conseil communautaire s'est prononcé le 8 juillet, il avait été prévu de faire en particulier un examen des sols, parce que pour les Béni-Vauxois, chacun sait qu'il y a souvenir quand même de terres arables et de l'ancienne usine, hommage à mon prédécesseur, qui en son temps avait produit et causé des pollutions, notamment la dioxine. Tu ne me rends pas hommage pour les dioxines. Pas encore. Mais bien pour le combat que l'équipe municipale avait mené en son temps et obtenu, c'est-à-dire la fermeture de l'usine et la reconstruction d'une usine qui aujourd'hui produit dans des proportions qui sont 3 fois moindres aux réglementations dites européennes. La SAFER a diligenté cette enquête, cette étude de terrain, et nous avons découvert lundi qu'un premier examen des terres avait fait apparaître un niveau de dioxine plus élevé que les moyennes communément admises. Alors, dès qu'on prononce ce terme, quelquefois on s'en inquiète. Et la décision a été prise, je vais revenir sur le fond du dossier, d'une part de retirer la délibération, je dirais pourquoi, et deux, au final, ça c'est la décision du président de l'AGLO qui l'a confirmé aujourd'hui par écrit. D'hier, nous avons travaillé avec le Ginette Moreau, je reviendrai sur ce dossier, de renoncer à cette acquisition. Pour autant, nous sommes plongés avec Ginette, avec Pierre, dans le premier rapport qui a été commis par la SAFER, un rapport qui pose un certain nombre de questions, tant sur le protocole qui a permis de le diligenter, en tout cas qui fixait le cahier des charges, que sur sa durée, 8 jours, lorsque chacun sait qu'un examen des terres nécessite au moins 4 voire 5 semaines, mais plus grave, je le dis, sur l'interprétation qui en a été faite, puisque, alors, à la décharge de la SAFER, il lui avait demandé d'aller vite, puisqu'il y avait une intention d'acheter qui avait une date butoir qui était au 28 juin, et qui avait été retardée
peut dire un peu à notre demande pour être certain qu'on pouvait s'engager dans les voies de l'agroalimentaire au 8 juillet. Et le cabinet qui a fait cette étude n'a toujours pas, à l'heure où je vous parle, produit son rapport écrit circonstancié et vulgarisé qui permettent de se forger une opinion. Plus grave à nos yeux, on a confié le soin à un autre cabinet de le commenter oralement, ce qui a donné, et je pense que Gaznos, dans sa grande sagesse, a eu raison de retirer cette délibération en considérant que les conditions n'étaient pas réunies. Il est d'autant plus nécessaire d'examiner ce rapport qu'il faut toujours bien distinguer ce qui relève de la densité de dioxine de la toxicité de la dioxine. Je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir un niveau élevé sans que ça soit forcément très polluant. Je me suis replongé dans le fond de dossier que tu m'as communiqué de l'époque des réunions de la CLIS et j'ai eu encore confirmation et j'ai passé une partie de l'après-midi hier avec le directeur général du Scutum parce que, à travers cette information, et je crois que c'est mon devoir d'en informer tout le conseil municipal, il est né naturellement, tout le monde a pensé à la nouvelle usine de traitement des ordures ménagères. Donc, fort de ces éléments d'information qui sont à la fois parcellaires, un peu vagues, nous avons eu un échange téléphonique en présence d'Anselme, Malmasseret et Pierre Garassus avec les responsables de la SAFER pour leur exiger oralement et sine die un rapport écrit et circonstancié. Accompagné, et ça part demain matin, on y a travaillé avec François Lecomte, d'une lettre leur intimant de nous faire partager l'ensemble des éléments du protocole et les résultats de l'analyse. Puisqu'apparemment, nous ne savons pas si ça a été un examen en surface ou, comme c'est indiqué dans l'étude, un examen à 30 cm. Or, quand nous avons demandé son avis au directeur général du SMICOM, il nous dit que pour ce genre d'examen des terres, il nous avait déjà un peu dit, ils font moins 60 cm, puisque ce sont souvent des terres qui sont dites remuées. Dans le cas d'espèce, ce sont des terres qui, depuis 18 mois, sont dites inactives. Sur la recommandation de Gilette Moreau, une lettre sera adressée dès demain matin à notre double signature à Madame la Préfète pour demander une réunion de la CLIS, comme tu me l'as proposé, Jeannette. Le président de l'agglomération, sur notre demande, a écrit dès hier au soir à la SAFER pour demander des explications. Et surtout, car là aussi nous avons vérifié les protocoles, c'est que, outre le rapport écrit, que nous communiquerons ici au conseil municipal avec toute quiétude, nous exigeons dès à présent, comme prescrivent un certain nombre de règles qui sont celles de la CLIS, c'est qu'il y ait une contre-expertise dans les meilleurs délais pour vérifier que le niveau de dioxine constaté est pérenne ou non. Et pourquoi je vous dis ça? Et je ne dis pas que c'est l'explication, car la vraie difficulté dans le cas d'espèce, c'est que l'examen qui a été fait ne visait qu'un objectif: la compatibilité des terres avec, je dirais, une exploitation agricole et une exploitation bio. Voilà. Pourquoi, si on ne pouvait pas cultiver là, ça veut dire qu'il faudra se poser des questions sur le reste du plateau agricole. Et de dire à ce stade que depuis 2003, sur la base aussi de recommandations de la préfecture, des examens de la qualité de l'air sont faits tous les 2 mois, ils nous sont adressés, ils sont rendus publics, adressés à l'ensemble des instances de l'État, nous-mêmes nous les recevons et les commentons. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'il y a eu un incident l'année dernière qui était un problème mécanique de l'usine lié à la combustion, où il y avait un léger dépassement par rapport au rejet de dioxine, toujours largement inférieur à la réglementation européenne, mais qui avait conduit l'usine à stopper ses fours, à réparer et à remettre. Et enfin, l'examen des sols, et je tiens là le rapport qui a été produit par la communauté d'agglomération, précise que celle-ci, les examens des sols, sur l'ensemble du plateau, il y a environ 11 points, ne laissaient apparaître jusqu'en 2011 aucune indication pouvant proscrire toute agriculture, à l'exception, souvenez-vous, des lendemains de la fermeture d'usine, ou sur quelques périmètres à Vinci. Nul besoin de rappeler ici qu'il y avait quelques produits dont on disait qu'il fallait les laver à l'eau parce qu'il y avait des petits risques. Enfin, rien qui fut proscrit. Et donc, quand j'ai hier, on peut dire, convoqué M. Chorin, le directeur général du SMICOM, en disant, cher ami,
je crains que le SMICTOM ne soit concerné, puisque il faudra tirer les conséquences de l'origine de cette dioxine. Il a produit un certain nombre de rapports qui montrent qu'encore récemment, la dernière étude remonte à 2011, elle a été examinée par la CNIS, sur 11 points qui touchent de Vinci à Volpénil, il n'y avait pas de présence de dioxine. Et il m'a cité une anecdote, et je ne citerai pas ici pour ceux qui connaissent un peu l'exploitation qui est en vente, c'est que l'année dernière, une ferme proche, pour ne pas la citer Civry-Courtry, mais comme ça se fait en brûlant des pneus, le simple fait de brûler des pneus de véhicules agricoles produit un niveau de dioxine tel qu'il peut inverser l'ensemble des modèles. Et c'est ce qui s'est passé les dernières, m'a dit Scherer. C'est pour ça qu'à l'heure où on se parle, il nous faut, vérifier la réalité du niveau de toxine, apprécier sa toxicité, diligenter de recherche une expertise, pour engager ensuite des éléments de comparaison. Et c'est pour ça que j'ai dit hier au SMICTOM, je souhaite que le cabinet qui nous suit, et sur la base du protocole arrêté avec l'État, puisse lui-même observer et analyser les résultats qui ont été produits par la SAFER. Je le dis ici, j'ai le sentiment d'un peu de légèreté. Dans la méthode, je ne peux pas présager des résultats parce qu'il ne faut pas mettre en cause, je dirais, le sérieux des scientifiques. Mais en tout cas, voilà, le SMICTOM peut avoir un problème et il faudra derrière, une fois que nous aurons ces résultats, faire le point aussi sur l'ensemble du plateau. Voilà, c'était le point d'information que je voulais partager avec vous, qui nous a un peu occupé ces 24 dernières heures et qui méritera une attention, mais comme je suis là tout l'été, je pourrais aller suivre ce dossier. Voilà, donc si, chers collègues, vous avez des questions concernant, je crois que je vous ai tout dit, Pierre, de l'état, enfin, du niveau d'information, et comme il y avait dans la séance, et il est en son droit, le président de Melun-Val-de-Seine Environnement, il a interpellé la presse, et j'ai été interrogé Escalité, ainsi qu'a été le président Gaznos, et le directeur général du SMICTOM, et j'espère les gens de la SAFER qui sont aujourd'hui interrogés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Ben, écoutez, j'allais dire suite au prochain épisode, donc si nécessaire, j'informerai directement les élus, mais je pense que c'est à la rentrée que nous en serons un petit peu. Voilà. La séance est levée.